Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Ouverture cet après-midi de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président de la République prend part à ce moment même à la cérémonie de lancement de la campagne de lutte contre les violences faites aux femmes en situation de conflit. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial, Pape Biram Biguindiaye. Le Premier ministre à Keur Momar-Sarr, Aminata Touré, s'est rendu à l'usine de traitement des eaux. Sur place, le chef du gouvernement a pu constater l'avancement des travaux. Et puis port du casque, immatriculation obligatoire des véhicules, autorisation spéciale pour les conducteurs de voitures aux vitres teintées. C'est demain qu'expire le délai accordé aux usagers. Pour autant, ils sont nombreux à dire ne pas être au courant des mesures. Reportage dans ce journal. D'abord, cap sur New York, où le président de la République, Macky Sall, a dénoncé l'omerta sur les violences faites aux femmes. Le chef de l'État s'est exprimé dans ce sens tout à l'heure aux Nations Unies. Donc, il a réaffirmé l'engagement du Sénégal à lutter contre ces violences qui minent nos sociétés. Nous écoutons à ce propos le chef de l'État qui a été distingué par les Nations Unies dans cette lutte. Il est des causes qui ne laissent pas de place à la neutralité, tant elles imposent un seul choix, celui de l'engagement et de l'action. Le combat contre les violences sexuelles en temps de conflit fait partie de ces causes. La violence sexuelle est en soi répugnante et inacceptable, y compris en temps de paix. En temps de conflit, elle ajoute à la souffrance humaine la cruauté de la guerre et le sentiment d'impunité devant l'irréparable. Attaqués dans leur intimité, dans leur intégrité physique et morale, sans aucun moyen de défense, les victimes, femmes et hommes de tous les âges, subissent le calvaire et l'humiliation, souvent au milieu de leur propre famille. Subir l'insupportable ou mourir, et pour beaucoup, hélas, les deux à la fois. Voilà le triste sort des victimes de violences sexuelles en temps de conflit. Et rien ne se passe après. Pas l'espoir d'une dénonciation, encore moins d'un procès, ni le réconfort d'une simple indignation. La seule loi qui s'applique, c'est celle de l'omerta. Alors que tout le monde a vu l'horreur, personne n'ose en parler. On se tait parce qu'on a peur du bourreau qu'on côtoie tous les jours, parce qu'on est tenaillé par le sentiment de honte et de rejet. Et c'est la voie ouverte à d'autres crimes, d'autres victimes, d'autres injustices. Nous sommes réunis ici justement pour rompre le silence, pour parler au nom de ceux et celles qui subissent et qui ont peur. Mais surtout, nous sommes réunis ici pour agir. Agir car c'est par l'action que nous ferons la différence. Agir pour que ça cesse. Agir contre l'impunité et l'injustice pour que les victimes ne soient plus seules dans la souffrance, le désespoir. Agir pour sauver notre humanité commune. Devant tant d'horreur et d'inhumanité, nous n'avons pas d'autre alternative. Ce qui m'effraie, disait Martin Luther King, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais le silence des bons. Et il avait raison. Car c'est dans le silence, la passivité et la résignation de ceux qui peuvent parler et agir que les bourreaux trouveront la garantie de l'impunité. C'est pourquoi le Sénégal soutient fermement cette campagne pour que par la prévention et par la répression, cette garantie d'impunité
soit enfin ôtée au bourreau. La morale universelle et le droit nous en donnent les moyens. Il nous faut agir et le temps d'agir, c'est maintenant. Je vous remercie de votre aimable attention. Président de la République tout à l'heure à la tribune des Nations Unies. Le Premier ministre a effectué ce matin une visite à l'usine de traitement des eaux de Keur Momar Sarr. Sur place, le chef du gouvernement a constaté l'avancement des travaux de réhabilitation de la plateforme. Aminata Touré, par ailleurs, précise que toutes les dispositions seront prises pour situer les responsabilités. Depuis quelques jours, Dakar fait face à une pénurie d'eau. Ibrahim Andang. C'est sous un soleil de plomb que le Premier ministre arrive à l'usine de traitement des eaux de Keur Momar Sarr. Accompagné par le ministre de l'Hydraulique et du directeur général de la Sénégalaise des eaux, Aminata Touré est venue s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Le visage ferme, les yeux rivés sur la conduite défectueuse, elle constate avec amertume le manque d'eau qui perdure. Devant le calvaire des populations, il fallait que je vienne avec M. le ministre en charge de l'hydraulique constater l'effectivité des choses et l'avancée des travaux. Tout ça pour dire qu'il est extrêmement désolant qu'on se retrouve dans une telle situation. Je devrais même dire inadmissible, et je pèse mes mots. Puisque en 1995, lorsque l'État a décidé de passer la distribution de l'eau à des privés, on ne s'attendait pas à ce type de situation. Évidemment, il y a plusieurs explications techniques qui ont été données, mais à l'arrivée, il n'y a pas d'eau à Dakar et ce n'est pas acceptable, c'est inadmissible. Durant 10 jours, plusieurs quartiers de Dakar sont dépourvus du liquide précieux. Pourtant, la SDE avait donné plusieurs échéances pour le retour à la normale de la situation. Il fallait reprendre une partie de la soudure qu'on est en train de reprendre. Dès que le contrôleur donne le feu vert, nous replongeons la pièce et il ne restera que le boulonnement à faire, mais pas de soudure. Pourquoi cela? C'est parce que tout simplement, Madame le Premier ministre, tant qu'on n'a pas un OK du contrôle de qualité, on ne va pas reposer parce que toutes les chances ne sont pas réunies pour que cette conduite résiste. Donc nous, on essaye d'aller prudemment. Voici la conduite qui est à l'origine du désagrément des populations de Dakar. Elle a été installée en 2004 pour une durée de 30 ans et voilà seulement après 9 ans de fonctionnement, la conduite a connu au minimum 4 fuites. Des sanctions devraient être prises. Il faudrait que dans ce pays, chaque fois que les gens prennent des engagements, qu'ils les respectent. Et s'ils ne les respectent pas, eh bien, qu'il y ait les sanctions qu'il faut. Donc c'était ça l'objet de ma visite. Et m'enquérir aussi du délai de retour de l'eau. Parce que c'était des 50%, 60%, 80% pour redescendre à 70%. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait 100% de l'eau dans les robinets de Dakar. Et j'étais venu le dire très clairement à tous ceux qui interviennent pour que la situation soit rétablie. Les critiques ne s'adressent pas à ceux qui travaillent, mais surtout à ceux qui sont à des niveaux de décision où ce type de choses, dans tous les pays normaux, on fait de la prévision, c'est une science. La résistance des métaux, c'est une science. On doit savoir, on doit pouvoir anticiper. On ne peut pas attendre de nous retrouver dans une situation aussi difficile pour ensuite se rejeter la balle entre acteurs. Ici, les techniciens s'activent 24 heures sur 24 pour régler la situation. Cette conduite de diamètre 1,20 m couplée à ce tuyau de 85 mètres est la pièce de rechange magique qui devrait soulager les populations. Mais avant cela, les techniciens devront faire preuve de minutie pour trouver l'étincelle du bonheur. Près de la moitié des contentieux traités par le médiateur de la République concernent les pensions de retraite et les litiges fonciers. Et c'est ce qui ressort du rapport 2010-2011. Le document a été présenté aux journalistes ce mardi. Plus de 500 cas de contentieux ont été traités par cette institution durant ces 2 dernières années. Le médiateur de la République reste l'interface entre l'administration et les citoyens. Ndeye Aïdadia. La question des pensions de retraite et du foncier sont au cœur des réclamations des citoyens. C'est ce qui ressort du rapport du médiateur de la République présenté ce mardi à la presse. Entre 2010 et 2011, les cas de contentieux sur le foncier ont augmenté. Plus de 166 affaires sur les 500 traitées par le médiateur sont liées à des querelles de terre. Les motifs de litige sont encore très importants en matière domaniale. Et là, il faudra que nous nous y mettions, nous tous. Nous sommes réconfortés par une chose. Le ministère de l'économie et des finances est vraiment décidé à engager avec nous les réflexions qu'il faut.
Pour les pensions de retraite, par contre, une diminution des requêtes est notée et s'explique par les différentes interventions de cette structure intermédiaire entre l'administration et les citoyens. En 2011, les pensions de retraite, l'examen des réclamations relatives aux pensions de retraite ont concerné 23,4% du travail du médiateur de la République. En 2010, c'était 33%. Pourquoi? Parce que nous avons eu, après une tournée nationale, une réunion avec la direction générale de l'IPRES. Et à l'occasion de cette réunion, nous avons souligné à la direction générale de l'IPRES un certain nombre d'insuffisances dans le mode de traitement des retraites. Les services du médiateur de la République sont disponibles gratuitement pour tout citoyen ayant des litiges avec les services de l'administration. L'institution a été créée en 1991 pour faire valoir l'état de droit. En 2011, plus de 70% des réclamations ont abouti à une satisfaction contre 26% des requêtes non fondées. Depuis sa création en 1991, la médiature joue un rôle important entre gouvernants et gouvernés. Nommé par décret pour un mandat de 6 ans non renouvelable, le médiateur de la République peut être saisi par tout citoyen par écrit direct et sans frais pour toute réclamation. Faisons à présent connaissance avec cette institution, Salienko Sissoko. Ce bâtiment abrite la médiature de la République, une institution en charge d'améliorer les relations des citoyens avec l'administration. Selon la loi, les compétences du médiateur sont bien fixées. Il reçoit sur sa table des réclamations concernant le bon fonctionnement des administrations de l'État, des collectivités locales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public. Toutefois, le domaine de compétence de la médiature est limité. Le médiateur ne peut agir lorsqu'il y a conflit, litige, opposant des personnes physiques entre elles. Une personne physique à une personne morale de droit privé, une personne physique ou morale à une administration étrangère, entre autres. Le médiateur de la République peut intervenir pour obtenir le règlement amiable d'un litige porté à sa connaissance, ce malgré la saisine d'une juridiction. 2,6 milliards de francs CFA, c'est le coût du nouveau centre de formation au machinisme agricole. Il sera implanté à Diama, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Louis. Le site est trouvé, les travaux vont bientôt démarrer. C'est une annonce du ministre de la formation professionnelle. Mamadou Talla présidait un comité régional de développement dans la capitale du Nord, Mama Moussagna. Venus des régions de Louga et de Saint-Louis, les acteurs de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'artisanat, de l'apprentissage ont tous pris part à cette rencontre. Elle préparait l'année scolaire 2013 et tirait le bilan de celle écoulée. Inspecteurs d'académies et départementaux, directeurs de centres de formation, d'établissements scolaires ont présenté au ministre leur programme d'activité consacré à la formation professionnelle. Aussi ont-ils évoqué les différents obstacles auxquels ils font face. Le ministre de la formation professionnelle a apprécié les avancées positives, significatives enregistrées dans les régions de Saint-Louis et Louga, avant de s'engager à apporter le soutien du gouvernement pour développer davantage le secteur de la formation professionnelle. Mamadou Talla a ensuite fait part aux acteurs de la volonté de l'État d'implanter des zones de développement de l'artisanat et d'installer à Diama un centre de formation au machinisme agricole pour un coût de plus de 2 milliards CFA. Ce centre de Diama, nous avions donc, non seulement nous avons obtenu les financements, nous sommes allés sur le terrain, nous avons obtenu le terrain. Les travaux, donc, en tout cas en termes de mesures de préparation, tout est terminé. Les constructions vont démarrer incessamment. Nous croyons que dans à peu près au début de l'année prochaine, on va commencer à former des jeunes dans le machinisme agricole du CAP jusqu'au BTS. L'inspecteur d'académie de Louga a pour sa part souhaité une meilleure exploitation des secteurs de l'agriculture et de l'élevage en créant dans le Niambour des centres de formation. Son homologue de Saint-Louis a insisté sur la tenue régulière des examens dans une durée réduite.
C'est demain 25 septembre la fin de l'ultimatum lancé par le ministre de l'Intérieur pour un meilleur respect du code de la route. Il s'agit notamment du port du casque pour les motocyclettes, de l'immatriculation obligatoire des véhicules en circulation et d'une autorisation spéciale pour ceux qui conduisent des voitures aux vitres teintées. À la veille de l'expiration du délai accordé, la non-conformité de beaucoup de conducteurs à ces règles est observée. Certains clament qu'ils ne sont pas informés. Ibrahima Diédhiou. Obligation du port de casque, immatriculation de véhicules obligatoire, une autorisation spéciale avant toute teinture de vitres de véhicules, des mesures prises par le ministre de l'Intérieur pour faire face aux problèmes notés dans le trafic, notamment les cas d'accidents mortels. À moins de 24 heures de la fin de l'ultimatum, ces mauvaises pratiques sont encore perceptibles. Je ne suis pas au courant, mais en fait, mon moto a tombé de panne depuis une semaine. Je viens de le récupérer, mais j'ai un casque en fait. J'ai oublié mon casque, mais sinon je porte le casque chaque fois. Oui. Ces automobilistes disent ne pas être inquiétés par la mesure. La raison est simple, ils ont pris les devants et encouragent les autorités. J'ai une autorisation de vitre teintée. C'est ça, oui. C'est pour cela qu'on m'a autorisé de faire ça, quoi. C'est une bonne solution. C'est une bonne solution pour les gens qui n'ont pas qui ont les vitres teintées et qui n'ont pas d'autorisation. C'est pas bon. Sécurité Sénégal, je ne suis pas au courant de cette mesure, mais je crois que c'est une excellente chose, car de contenter les vitres de leurs véhicules que pour s'adonner à des actes de banditisme. Moi, j'ai mon autorisation. Nous encourageons fortement les autorités dans cette lancée. Du côté de l'administration, même jusqu'aux dernières heures, la sensibilisation reste de mise. C'est pour des raisons de sécurité, surtout. Parce que quand même, je veux dire, pour rechercher quand même des marchandises ou bien des produits prohibés, quelquefois, on a besoin quand même de savoir, à vue d'œil comme ça, seulement en regardant le véhicule, s'il y a quelque chose de prohibé ou non. Et ça, si les gens passent par rapport au banditisme, par rapport au grand banditisme avec des véhicules teintés, quand même, ça pose des problèmes de sécurité publique. Cette mesure qui entre en vigueur ce 25 septembre concerne toutes les régions du Sénégal. Les récalcitrants sont avertis. Les sanctions peuvent aller de l'immobilisation à une peine d'emprisonnement de 30 jours. Nouveau rapport du BIT sur le travail des enfants a été présenté ce matin. Face à la presse, les experts sont revenus sur les tendances et les estimations 2000-2012. Des résultats encourageants selon les chiffres. Le nombre d'enfants travailleurs dans le monde a baissé d'un tiers. Amsatou Seyr. Il est d'usage à l'OIT, l'Organisation internationale du travail, tous les 2 à 3 ans de présenter un rapport sur le travail des enfants. Les nouvelles estimations mondiales indiquent que le nombre a diminué d'un tiers depuis 2000. De 246 millions, l'on est passé à 168 millions. Toutes les régions ont pu avoir une diminution du travail des enfants, que l'Afrique aussi, malgré qu'en 2008, on avait eu une hausse contrairement aux autres régions. Cette fois, l'Afrique a observé une diminution. On est passé de 65 millions à 59 millions d'enfants travailleurs, ce qui nous donne une incidence de 21%. Et considéré comme enfant en situation de travail, tout enfant de moins de 15 ans exerçant, car 15 ans est l'âge minimum d'admission à l'emploi fixé par l'OIT. L'existence même du travail des enfants, ça constitue un déficit de travail décent. Travail décent, ça veut dire que nous avons un contexte où des pères et des mères n'ont pas la possibilité d'envoyer les enfants à l'école. Et c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont grandir sans avoir la capacité d'être des adultes qui contribueront au développement du pays. Chez les filles, une réduction de 40% a été notée. Chez les garçons, c'est plus lent. Ils en sont seulement à 25%. Des progrès certes, mais le chemin est encore long. C'est possible de lutter et de gagner le combat contre le travail des enfants. C'est ce que démontre ce rapport. Mais ça prendra beaucoup de temps. C'est un effort collectif de tout le monde. C'est un effort des parents, c'est un effort des communautés, c'est un effort des religions, c'est un effort des éducateurs, c'est un effort du gouvernement, c'est un effort de la société civile, c'est un effort des journalistes aussi, un effort de tout le monde, des partenaires techniques et financiers pour pouvoir éradiquer ce phénomène qui est un enjeu de taille pour nos sociétés de demain. Le présent rapport suit la série des rapports globaux sur le travail des enfants, estimations et
et tendance mondiale 2000-2012. Tendance revue à la baisse, mais la lutte continue avec comme objectif ambitieux 0 enfant de moins de 15 ans en situation de travail. La Commission sous-régionale des pêches vient de se doter d'un nouveau projet dénommé AWA. L'objectif principal est de mettre en place une pêche durable et des systèmes efficaces de gestion de l'environnement marin. Le projet est financé par la France et l'Allemagne à Ramdao. L'idée a germé il y a 1 an. Aujourd'hui, le projet a fini de prendre forme. Il a un nom, AWA, une ambition, connaître l'état des ressources pour mieux développer une politique de pêche intergouvernementale. C'est un projet fédérateur auquel participent 34 laboratoires et 10 pays. Le projet va nous permettre de bâtir sur l'expérience que nous avons au niveau de la sous-région, mieux comprendre le présent pour un peu faire des prévisions sur ce qui va se passer dans le futur. Et comme vous le savez, à l'heure actuelle, les changements climatiques sont au cœur de nos préoccupations et à l'image des inondations que vous avez observées récemment dans nos pays. Le projet AWA profite à 7 États côtiers de la sous-région, la Mauritanie, le Cap-Vert, le Sénégal, la Gambie, les 2 Guinées et la Sierra Leone, des pays qui composent la Commission sous-régionale des pêches. Elle est appuyée par 2 bailleurs de fonds, l'Allemagne à travers le BMBF et la France par le biais de l'AIRD. Le projet AWA que nous lançons aujourd'hui est un exemple, à mon avis, extrêmement intéressant et important de collaboration entre pays européens et pays ouest-africains. Tout cela a créé les conditions favorables pour qu'émerge à la fois un programme scientifique intéressant, donc en recherche, en formation, j'espère en innovation. Le Sénégal, comme les 6 autres pays membres de la Commission, accueille à bras ouverts le projet. L'atteinte des objectifs de ce projet contribuera sans doute au développement d'une approche écosystémique de la gestion des pêches et de l'environnement marin dans les eaux de l'Afrique de l'Ouest. Des chercheurs de différentes spécialités sont conviés à Dakar pour lancer le projet. Ils sont écologistes, océanographes, socio-économistes ou climatologues pour l'essentiel. Qu'il soit ici ou à l'extérieur, le Sénégalais a besoin d'un logement à moindre coût. Au Canada, s'est tenu le 11e salon de l'habitat. Sur place, les Sénégalais ont exprimé leur désir de revenir au bercail. Pour réaliser ce rêve, l'État leur vient en aide. Tracé et maîtrisé en circuit qui offre toutes les garanties pour l'acquisition d'un logement. Envoyés spéciaux à Montréal, Mamadou Mbeng, Aminata Angélique Manga. Dans cet espace-ci à Montréal se sont retrouvés tous les acteurs du secteur de l'habitat. Banquiers, promoteurs immobiliers publics comme privés sous la houlette de l'État du Sénégal pour offrir aux Sénégalais de l'extérieur des opportunités pour le logement. Il s'agit aussi de les prémunir contre tous ces arnaqueurs qui infestent le milieu. En tant qu'immigrés, on a tous des projets de construction, d'achat d'appartements chez nous. Sauf que le gros problème, c'est souvent le créneau qui nous permet de réaliser ces choses-là avec sécurité. Un filet de sécurité qui s'élargit au fil des salons, le 11e du genre, le premier au Canada, et déjà, le rêve est permis. Mon plus grand souhait, c'est un jour repartir chez moi. Repartir chez moi, c'est avoir un logement, c'est avoir un endroit où me sentir vraiment à l'aise. Mais comment être à l'aise si l'on ne dispose pas de fonds substantiels et immédiats? La clientèle de la diaspora constitue une clientèle cible pour la BHS, dans le sens qu'elle constitue plus du quart de notre portefeuille. Nos taux ont considérablement baissé. Nos taux, pour vous donner une idée, peuvent aller de 5,5% à 7% et des fois même 8%. Tout dépend du coût global du projet. Au-delà du coût, où habiter, Dakar paraît saturé. Les populations sénégalaises n'ont pas choisi Dakar, mais on les a poussées vers Dakar. Avec l'émergence de nouvelles villes, comme ça s'est fait dans les autres pays qui ont voulu développer leur économie, à Thiès, à Kaolack, des pôles urbains qui vont concentrer l'essentiel de l'habitat. Je pense que ça va venir par cette construction qui est en train de se faire des infrastructures vers les villes de l'intérieur, parce qu'on ne peut plus parler de villes rurales. Au Sénégal, malheureusement, il y a beaucoup de villes rurales. Où
Outre ces considérations, il faudra résoudre l'équation des 3 F. Le foncier, la fiscalité, le financement. Le président de la République a eu l'amabilité de nous écouter et de rendre pour tous les programmes sociaux le foncier gratuit. Et donc ça a permis de baisser d'au moins 25% les coûts de sortie du logement. Et aujourd'hui, dans les programmes qui sont en train de se faire, nous avons des coûts de logement qui tournent autour de 10 millions. Un logement à moindre coût pour le Sénégalais moyen. C'est d'ailleurs dans cette optique que l'État a demandé à la SNHLM et à la SICAP de revenir à leur mission originelle, l'habitat social. Chaque Sénégalais où qu'il se trouve a besoin d'un toit et cela devrait être possible car 90% des terres du Sénégal relèvent du domaine national. À l'État de gérer de façon rationnelle et très équitable la distribution des terres, baisser la fiscalité sur les matériaux de construction et inciter surtout les banques à appliquer des taux qui ne frôlent pas l'usure. Aminata Angélique Manga, Accra, la capitale ghanéenne, a accueilli durant 2 jours un forum sur la filière engrais en Afrique, plus précisément dans la zone CEDEAO. D'après un constat des experts, les producteurs n'ont pas souvent des engrais de qualité. Ils recommandent aussi une distribution rapide des produits pour des campagnes agricoles abouties. Envoyé spécial à Accra, Alun Badarakan. Le Ghana, un pays sur la voie de l'émergence où tous les clignotants sont presque au vert. Un cadre idéal pour parler de l'agriculture, le moteur du développement, notamment la filière engrais. Sans des engrais de qualité, pas d'agriculture performante, les experts venus des 4 coins de la CEDEAO sont unanimes. Il faut renforcer la filière engrais, un avis largement partagé par la délégation sénégalaise. On répète la même chose, que les engrais constituent vraiment un des éléments déterminants de la productivité agricole. Donc sans les engrais de qualité, comme vous le dites, effectivement, on ne peut pas atteindre les résultats escomptés en matière donc, de productivité agricole, en matière de rendement. Parce que la qualité des engrais est quand même fondamentale dans l'accroissement de la productivité. Parce que sans les engrais de qualité, on ne peut pas avoir donc, des résultats escomptés. À Accra, les experts sénégalais ont beaucoup échangé avec leurs homologues. Des échanges bien souvent féconds. Des idées ont germé pour une meilleure distribution d'engrais de qualité aux agriculteurs. Pour la distribution, elle se fait, on ne dirait pas très bien, mais elle se fait normalement, puisque quand même l'administration, le ministère de l'Agriculture en conséquence, prend toutes ses dispositions vers le mois d'avril-mai. Nous souhaiterons que peut-être ces dispositions soient un peu reculées pour que le ministère prenne ses dispositions vers le mois de janvier-février, afin que toutes les formules puissent être disponibles au plus tard en avril. Des recommandations utiles pour les décideurs. Pour réussir de bonnes campagnes agricoles en Afrique de l'Ouest, il est important de livrer les engrais à temps. Sur le continent africain, les agriculteurs n'ont pas souvent accès à des engrais de qualité et pourtant, ils constituent l'écrasante majorité de la population. La prise d'otage n'est pas encore terminée au centre commercial Westgate de Nairobi. Au 4e jour de l'attaque, le commandant terroriste est toujours retranché à l'intérieur. Des tirs ont été entendus de nouveau ce matin aux abords du complexe dont une partie du toit s'est effondrée après un incendie, situation qui risque de compliquer un peu plus la tâche des forces spéciales qui traquent encore les insurgés. Les coups de feu résonnent toujours à Westgate, preuve que les forces spéciales kenyanes n'ont toujours pas repris le contrôle de la situation. Une partie du toit du centre commercial s'est effondrée après le violent incendie de lundi. Dans une interview accordée à la chaîne britannique Channel 4, un porte-parole des insurgés islamistes Shebab a menacé le Kenya de nouvelles attaques s'il ne retire pas ses troupes de Somalie. La raison pour laquelle nous avons pris pour cible Westgate, c'est parce que nous savons que c'est l'endroit qui leur ferait le plus mal. Parce qu'il y a beaucoup d'argent et c'est dans le centre de la ville. Nous n'avons pas peur des Européens et des Américains parce que nous ne sommes pas des faibles. Et voilà notre message, dit aux Kenyans d'arrêter leur agression s'ils veulent rester en vie. Des menaces très claires. Les insurgés qui ont pris d'assaut samedi le Westgate ne sont pas prêts à déposer les armes. Ils affirment détenir toujours des otages vivants. Pour les familles, l'attente est insoutenable.
Son mari travaille à Westgate. Jusqu'à présent, on ne l'a pas retrouvé. Alors nous sommes allés à la cellule de crise, mais il n'y a pas de liste de victimes. La nuit dernière, les forces spéciales ont passé au peigne fin le centre commercial à la recherche de survivants ou de nouvelles victimes. Selon un dernier bilan qui pourrait encore nettement s'alourdir, l'attaque de samedi a fait au moins 65 morts et près de 200 blessés. Une soixantaine de personnes manquent encore à l'appel et de nombreux cadavres, selon les Chebabs, jonchent le sol du bâtiment. Retour à l'actualité nationale, c'est pour parler des consultations médicales gratuites à Koungheul. Plus de 1000 personnes bénéficient de soins et de médicaments. C'est à l'occasion de la 3e édition des journées de consultation. Plusieurs pathologies ont été décelées par les médecins entre interventions chirurgicales et échographie et radiographie également. L'association des ressortissants de Koungheul tire un bilan satisfaisant. Moussa Mané. Les abords du centre de santé de Koungheul pris d'assaut par les populations. Hommes, femmes, enfants, personnes du 3e âge surtout. Certains ont parfois fait de longues distances pour bénéficier de consultations et de médicaments gratuitement. Je viens d'une localité distante de 15 km. Nous sommes vraiment satisfaits. Ils nous ont consultés et donné des médicaments gratuitement. Et les gens comme nous ne peuvent que remercier les initiateurs. La santé est vraiment capitale. Si de bonnes volontés s'engagent pour soulager les populations, nous ne pouvons que saluer une telle initiative. L'équipe médicale est composée de médecins généralistes et spécialistes en gynécologie, ophtalmologie, chirurgie, dermatologie, pédiatrie, entre autres. Les pathologies les plus dominantes, c'est souvent les cas de maladies chroniques, notamment l'hypertension. Il y a également le diabète, des cas de diabète qu'on a dépistés. Et nous avons également l'unité mobile radiologique du programme national de lutte contre la tuberculose qui vient de faire beaucoup de radios avec quelques cas suspects de tuberculose. Organisée pour la 3e fois par l'association des ressortissants de Koungheul, ces journées visent à rapprocher les spécialistes de la médecine des populations. Des initiatives saluées par les autorités locales et administratives. Nous sommes des fils de Koungheul, du terroir. Nous avons grandi ici, nous avons appris ici et tout ce que nous avons, c'est à partir de cette ville que nous l'avons. Si nous avons fondé un foyer, c'est à partir de cette ville que nous l'avons. Donc notre créneau, c'est de chercher toujours l'essor de cette ville. La santé est une compétence transférée. Si nous trouvons des bonnes volontés qui s'activent pour vraiment résoudre les questions de santé à l'endroit des populations, nous ne pouvons que quand même nous engager à leur côté, vraiment pour apporter notre appui. La participation est une réussite comparée à l'année dernière et que toutes les dispositions, également les recommandations, sont prises dans le cadre à travers l'information, l'écoute et la communication pour pouvoir orienter les patients et pour surtout, ce qui est plus fondamental, d'assurer le suivi de ces patients qui ont été consultés aujourd'hui. Cette année, un espace spécial était réservé à la pédiatrie où plus de 500 enfants ont été consultés. De même que 131 jeunes garçons ont été circoncis. Pour clôturer cette journée, le maire a procédé à la remise symbolique des clés d'une maternité. Elle vient élargir l'offre sanitaire dans la localité. L'Agence japonaise de coopération internationale a organisé une cérémonie de départ de 8 de ses volontaires. Ils ont passé 2 ans au Sénégal et avaient pour mission de participer au développement économique et social du pays. À l'occasion, la JICA a présenté le bilan de ses réalisations. Dame Silla. Ils ont servi volontairement dans différents secteurs d'activité comme l'éducation, la santé, l'environnement, le sport, entre autres. Aujourd'hui, ces 8 Japonais vont regagner leur pays après 2 années passées au Sénégal. Une période qui leur a permis d'échanger leur expérience avec les populations locales. Mon travail était centre conseil de adolescence de Mbaké. Je fais les activités quotidiennes, sport d'activité, travail de publicité et la sensibilisation de VIH-Sida. Ma mission est bien terminée parce que les Sénégalais m'ont beaucoup aidé. Vous êtes très gentils. 2 ans sont passés très vite, mais j'ai pu faire beaucoup d'expériences précieuses. Pour terminer, je voudrais vous répéter merci 1000 fois. Les actions menées par les volontaires japonais présents au Sénégal sont unanimement saluées par les autorités. Leur contribution au développement socio-économique n'est plus à démontrer.
Par exemple, en judo, l'un des volontaires a activement participé à l'encadrement de l'équipe nationale, ce qui a permis aux judokas de remporter plus de médailles dans les compétitions internationales. La coopération sénégalo-japonaise constitue aujourd'hui un exemple de réussite nord-sud. Ils ont accompli et bien accompli leur mission. Et j'ai noté toute l'importance des secteurs d'activité qui ont été les leurs pendant ces 2 années passées au Sénégal. Le développement des communautés rurales, le sport, le judo, le reboisement, la santé, l'éducation et la formation, l'éducation scientifique, les mathématiques, la formation à l'audiovisuel. Tous ces secteurs constituent des domaines d'une grande priorité pour notre pays. Le programme d'envoi de volontaires constitue le fer de lance de la coopération sénégalo-japonaise qui ne cesse de renforcer. La 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAT 5, en est une parfaite illustration. Depuis 1980, le nombre de volontaires japonais affectés au Sénégal est estimé à 950. Actuellement, 53 travaillent sur le territoire national. Notre pays fait partie des plus grands bénéficiaires du programme de volontariat japonais en Afrique de l'Ouest. Nous nous rendons à présent à Médine. Près de 600 pèlerins sénégalais sont déjà dans la ville sainte de Médine. Donc, ils logent à quelques 200 mètres de la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Alors, comment s'organise leur hébergement sur place et quel est le dispositif mis en place par le commissariat général au pèlerinage durant leur séjour? Élément de réponse avec nos envoyés spéciaux en Arabie Saoudite, Alioune Ndiaye ou Mindour. Passage en revue des membres de la commission hébergement et dernières consignes avant l'arrivée des pèlerins. Après 7 heures de vol depuis Dakar, le but de la manœuvre est de leur éviter une longue attente dans le hall de l'hôtel. Cette nuit, il faudra loger 292 pèlerins. Les chambres n'ont pas toutes la même capacité d'accueil. Il y a des chambres à 5 lits et comme il y a aussi des chambres à 4 lits. Et avant l'arrivée des pèlerins, il nous faut faire la répartition par nombre de lits. Il est près de 2 heures du matin. Les bus transportant les Sénégalais s'immobilisent devant l'hôtel Al-Chourfa. Les préposés à l'accueil entrent en action. Entre les explications sur le fonctionnement des ascenseurs et celui des clés électroniques, ils n'ont pas une minute de répit. La chambre nous convient, on est 4, il y a 4 lits. On n'est pas venu en villégiature, on est venu pour faire nos dévotions. Ça va. À la tête de la commission hébergement depuis 10 ans, il y a 7 hommes. Amadou Khouma. Nous avons pu mettre en place une stratégie qui consiste à préparer d'avance les fiches d'hébergement et à mettre sur chaque palier des proposés à la tâche. Au niveau des femmes, tant qu'elles ne seront pas en possession de leurs bagages, souvent elles sont un peu angoissées, inquiètes. Finalement, tout rentre dans l'ordre. Les bagages sont bien livrés dans les chambres, mais le travail est loin d'être fini pour les membres de la commission. À quelques mètres de la mosquée du prophète, paix et salut sur lui, la tentation peut être forte pour certains pèlerins d'aller y faire un tour dès leur arrivée. S'il vous plaît, ne sortez pas de l'hôtel avant qu'on ait apposé sur votre badge le numéro de votre chambre. Gardez-le toujours sur vous, il vous sera très utile si vous vous perdez. Tous les pèlerins sénégalais, qu'importe le vol sur lequel ils arrivent, passeront 4 jours à Médine pour y faire leur dévotion, puis direction la Mecque. Parlons à présent sport afro-basket. Le Sénégal s'est largement imposé face à l'Algérie. Score du match 102-22. Une rencontre dominée de bout en bout par des Lions très motivés. En dernier match de poule, le Sénégal va rencontrer le pays hôte, la Mozambique. Abdoul Aziz Ban. Une promenade de santé pour les Lions. 80 points d'écart à l'issue de la rencontre en faveur du Sénégal. Les Lions ont survolé le premier quart-temps 34-7 pour la bande à Jojo Diouf. Bien vu, la passe passe au Traoré, plus la faute. Qui non seulement est beaucoup plus concentré. Au deuxième quart-temps, la bonne défense des Lions empêche aux Algériennes d'inscrire des paniers. Les protégés de Moussa Touré creusent l'écart. Alors, 2 points déjà pour Baby. 3 points. Voilà, ça passe, les scènes.
gardien qui décale bien pour Ndaysen à 3 points. Voilà, dedans. 55-13 pour les Lions à la fin de ce quart-temps. Une bonne avance pour aller à la pause. Fin de ces deux premiers cartons. Le Sénégal qui mène sur le score de 55-13. Au troisième quart-temps, le Sénégal continue sa domination. Les Lions se font plaisir dans ce match face à une formation algérienne qui peine à atteindre les 20 points. Chenaf pour Assaini, l'interception d'Astou Traoré. Ça repart avec Jojo, la tentative manquée. Le quatrième et dernier quart-temps n'est qu'une formalité pour les Lions. Elles survolent ce quart-temps et atteignent la barre des 100 points. Le Sénégal gagne le match par 102 à 22. Le dernier match de poule du Sénégal est prévu ce mercredi contre le pays organisateur, le Mozambique. Voilà, le Sénégal et le Mozambique, score final 102 à 22. Parlons maintenant donc du match du Sénégal, le match retour Sénégal-Côte d'Ivoire, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2014 qui se jouera donc à Casablanca au Maroc en novembre. La décision a été prise ce mardi par le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Un comité d'urgence a été mis en place pour l'organisation de cette rencontre capitale pour les Lions. Nous nous rendons à présent en Côte d'Ivoire où les supporters se sont prononcés sur le match Sénégal-Côte d'Ivoire. Envoyé spécial Penambo. À Georgie, moins 18, le match allait devant opposer la Côte d'Ivoire et le Sénégal, comptant pour le dernier tour éliminatoire du Mondial 2014, fait déjà l'objet d'un vif débat entre les supporters. Chacun des deux camps y va de son pronostic. Les Ivoiriens, eux, pensent que ce sera juste une formalité ou un examen de passage que vont réussir sans grande difficulté les éléphants. Nous, on va vous gagner. La Côte d'Ivoire, je suis Ivoirien, donc la Côte d'Ivoire va gagner 2-0. Voilà. Mais écoutez, on va vous gagner, vous-même vous le savez. De toutes les façons, le Sénégal même connaît. Nous, on les tape et puis voilà, c'est tout. Hein. Voilà, on les prend au moins 2 buts à 1. Aujourd'hui, tout le Sénégal est prêt pour un match de revanche. Mais ils seront surpris, ils seront très surpris. La Côte d'Ivoire au-dessus. Il n'y a pas match. Il n'y a même pas match. Parce que la Côte d'Ivoire, en matière de football, nous, on a fini à ça. Les Sénégalais répondent par la négative. Selon nos compatriotes, l'équipe ivoirienne est prenable à condition que les Lions y croient et s'y mettent à temps. Nous, on est là ici, on est motivés, on a fait tout. On a fait tout, on n'a qu'à gagner un match là. Même si c'est un 0 ou bien un match, on n'a qu'à prendre. Quand on voit les matchs, c'est ça que dit les Sénégalais jouent bien, on peut gagner. Et puis, l'équipe ivoirienne, c'est une équipe qui est déjà vieille. Si on se mobilise, Inch'Allah, nous tous, Inch'Allah, on va gagner le match, même ici. Parce que c'est une équipe, on sait comme l'équipe est vieillie. On a besoin de gagner ce match. Vraiment, aller et puis retour. C'est pas parce qu'on va venir dire que allez, on va gagner un retour du fait du calcul. Non, 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 non. Il faut gagner tout, frapper par le score. Et puis pour aller en Coupe du Monde. Le 12e Gaindé voudrait aussi que les autorités sénégalaises fassent en sorte que les matchs retour puissent être joués dans un pays limitrophe comme la Gambie pour davantage augmenter les chances des Lions pour une qualification au Mondial 2014. Le football, c'est du sport, c'est de la passion. C'est ce qui fait dire aux supporters sénégalais comme ivoiriens de penser au fair play, car les deux pays sont d'abord liés par l'histoire et la fraternité.